De retour au bulletin, nous vous présentons aujourd'hui des entrevues réalisées dans le cadre de nos 375 secondes pour le 375e anniversaire de Montréal. Dans les prochains instants, on s'intéresse à l'illumination d'une grande église, à une pièce de théâtre historique, à de la musique country, mais tout d'abord à un projet qui se déroulera sur 12 mois où tout est possible. Jusqu'à la fin de l'année, des œuvres d'artistes émergents de différentes disciplines artistiques seront exposées dans divers lieux de la ville. Pour nous parler de cette série d'événements intitulée Possible et pilotée par l'organisme Lasserre Art Vivant, nous accueillons Jasmine Catudal, c'est la co-directrice de Possible. Madame Catudal, bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue à l'émission. D'où vous est venue l'idée de faire Possible? Bien, c'est vraiment un projet qui s'est construit en discutant avec plusieurs personnes. On avait envie, en fait, de proposer un projet au 375e qui met les artistes émergents de l'avant. Et donc, on s'est demandé comment les artistes émergents pourraient parler de Montréal. Eh bien, en regardant devant, en regardant l'avenir. Alors, c'est de là, si vous voulez, qu'on a commencé à imaginer ce projet. Et on avait envie de lier des enjeux montréalais et de demander à des artistes de réfléchir sur la ville, d'ancrer l'art dans la cité et de voir comment l'art pouvait être en dialogue avec des enjeux de la ville. Il y a plusieurs artistes, de toute façon, qui s'intéressent dans leur travail, dans leur pratique, à des enjeux. Oui. L'idée, c'était d'aller les chercher puis de les rassembler dans ce projet-là. Voilà. Et avant qu'on parle plus précisément de ces activités-là, je ne sais pas si on peut parler de performance ou... il y a eu toute une démarche de consultation citoyenne où oui. Les gens, durant la deuxième moitié de 2016, ont été en mesure, les citoyens, de donner leur opinion, de soumettre des sujets, des thèmes. Oui. Et donc, ces thèmes-là ont été ensuite de ça soumis aux artistes pour les aider dans leur inspiration. Est-ce que c'est comme ça? On a fait une grande journée de consultation citoyenne. L'idée, c'est qu'on a regroupé, en fait, on a regroupé les enjeux sous 12 grands thèmes qu'on a proposé aux citoyens et on a fait donc des consultations pour leur demander quels sont les enjeux autour de ces grands thèmes-là. C'est des enjeux, d'ailleurs, on s'est inspiré des 17 enjeux de développement durable de l'ONU, entre autres. On en a rajouté quelques-uns, enlevé d'autres, mis ensemble, voilà. Donc, on a des thématiques comme les inégalités sociales, la culture, l'écologie, l'économie, la démocratie, voilà. Donc, et c'était important que d'impliquer pour vous les citoyens dans ce projet? Oui, c'était intéressant. Puis l'idée, c'est vraiment de créer un lien entre les artistes et les citoyens. Donc, en demandant aux citoyens quels sont les enjeux pour vous sur le développement de communautés durables et d'offrir après les réflexions aux artistes pour les inspirer. Les artistes ont une carte blanche complète pour leur œuvre. Ils peuvent s'en inspirer ou dire les citoyens, vous avez oublié quelque chose et moi, je vais en parler. Mais l'idée, c'est quand même d'être en dialogue avec ce dont les citoyens ont parlé. Et voilà, et chacun de ces artistes émergents-là crée une œuvre. Est-ce qu'on peut l'appeler un possible? Un possible. On l'appelle un possible, oui. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est un possible? Bien, en fait, c'est vraiment cette rencontre-là, donc de se questionner sur un enjeu, de lier, en fait, la performance à l'enjeu et de la présenter dans un lieu inusité, en in situ, dans un lieu qui n'est pas habituellement dédié aux arts et de présenter ce projet-là. Donc, le dernier possible qu'il y a eu au mois de janvier passé était présenté à l'Association des travailleurs grecs de Montréal. L'enjeu que Guillaume Adjuteur-Provost, artiste visuel, avait décidé, sur lequel il avait décidé de travailler, c'est la précarité, donc autour des questions d'inégalité sociale. Et voilà, donc, qui était en collaboration avec la Galerie Clark. C'est le partenaire qu'on a choisi pour les arts visuels. Mais donc, on a pour les 12 différents partenaires de 12 différentes disciplines artistiques. Donc, un possible, c'est de différentes disciplines. Ça peut être, on a la littérature, le cirque, la musique, le cinéma, les arts numériques, la danse, le théâtre. Donc, et même les arts culinaires. Donc, un artiste, une discipline, une thématique, voilà. Dans un lieu. Dans un lieu inusité. Avec un partenaire différent à chaque fois. Avec un partenaire créatif, oui, avec qui on est en dialogue pour choisir l'artiste. Voilà. Et autre particularité de votre projet, c'est que le lieu in situ, donc de la performance, n'est dévoilé qu'à la dernière minute. 375 heures avant le possible. Donc, voilà. Donc ça représente grosso modo 2 semaines environ. À peu près 2 semaines, oui. 2 semaines et demie. Et l'idée, c'est que le lieu soit en dialogue aussi avec l'enjeu. Donc,
le prochain, qui a été dévoilé sous peu, va être donc dans le métro de Montréal, à la station Place des Arts. Et donc, l'artiste Jacques Poulain-Denis questionne les enjeux touchant au transport. Et c'est un artiste qui pratique quelle discipline? La danse. C'est un chorégraphe. Danse. Donc, un chorégraphe. Oui. Voilà. Et dans le cas, j'imagine, contrairement peut-être à une installation d'art visuel où ça peut rester un certain temps, pour ce qui est d'une performance de danse, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Ça va être vraiment le 21 entre 5h30 et 20h30 à la station Place des Arts. Donc, et donc, les gens qui vont passer, qui vont le voir, et les gens qui vont venir pour la soirée, pour voir l'événement. Voilà. Et donc, il y aura d'autres disciplines artistiques, comme vous le disiez, qui seront explorées tout au long de l'année au rythme d'une fois par mois jusqu'en décembre de cette année. Dans différents quartiers, dans différents lieux, toujours inusités, en lien avec la thématique. Parce que c'est important de le préciser, vous êtes un projet de ville, donc un projet signature de la Ville de Montréal pour le 375e. Donc, ce sera un peu partout à travers la ville. Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez que ce projet-là, qui est une belle occasion de découvrir des artistes émergents dans des lieux plus inusités, est-ce que vous souhaitez que ça puisse se poursuivre après le 375e? Eh bien, oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'on veut développer, c'est que pour le dernier possible, le 12e possible, il y aura une espèce de... On l'appelle le manifeste des possibles pour le moment. Et l'idée, c'est de développer avec ça aussi une méthodologie de comment créer des possibles pour que d'autres villes du Québec, du Canada et même du monde puissent s'approprier le concept de comment créer des possibles et de créer une espèce de toile qui mettrait en dialogue ces différentes villes. Ça fait se rassembler les artistes, pas juste sur des questions disciplinaires, mais sur des questions thématiques. De quoi les artistes parlent? Donc, pour se rencontrer de cette manière-là. Donc, une initiative qui pourrait voyager de par le monde. Qui, on le souhaite, voyagera. Et donc, il y aura le lancement du 12e possible, qui sera le grand manifeste pour l'avenir de Montréal. Qu'on suivra en décembre 2017. Voilà. Jasmine Catudal, vous êtes la co-directrice de Possible, donc cet événement citoyen qui est piloté donc par l'organisme La Serre Art Vivant. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là et bon succès pour votre événement. Merci beaucoup. Et après le projet d'illumination du pont Jacques-Cartier, l'entreprise québécoise Moment Factory s'attaque à une autre mise en lumière, celle de la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Et pour nous présenter ce nouveau spectacle multimédia intitulé Aura, nous accueillons la conseillère en communication de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame, Lucie Kéchichian. Madame Kéchichian, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Avant qu'on parle du spectacle Aura, les plus vieux de nos téléspectateurs se souviendront d'avoir déjà entendu ça par le passé, la Fabrique de la paroisse. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une fabrique et quel est le rôle? En fait, la Fabrique de la paroisse gère deux entités spécifiquement dans mon cas. Ce serait la basilique Notre-Dame de Montréal et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Qui est sur le Mont-Royal. Qui est sur le Mont-Royal. Donc, la Fabrique, en fait, assure la bonne gestion des lieux, la mise en valeur du patrimoine et sa conservation, et la saine gestion aussi des deux organisations. Donc, c'est un peu comme l'organisme qui gère l'entreprise, même si vous n'êtes pas à but lucratif. Absolument. L'entreprise qui gère le cimetière et la basilique. Tout à fait. Voilà. Passons maintenant au spectacle Aura. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les grandes mises en lumière, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'édifice. Parlez-nous-en. Oui, c'est vraiment la particularité d'Aura. En fait, c'est vraiment une mise en valeur des lieux donc dans la basilique. Évidemment, c'est une architecture impressionnante qui est reconnue quand même dans le monde entier. L'idée du spectacle était de mettre en valeur certains éléments de la basilique. Pourquoi? Parce que souvent, quand on visite un lieu, c'est un peu comme aller au musée. Il y a des gens qui vont faire une exposition en 30 minutes, il y en a d'autres qui vont prendre 1 heure et demie. Donc, tout dépend de la curiosité pour certaines choses et aussi du temps qu'on veut ou qu'on peut consacrer. La basilique est un lieu magnifique, très chargé. Donc, Aura donne le temps aux gens de s'arrêter et de redécouvrir les œuvres. Parce que vous mettez, dans le cadre de ce spectacle-là, vous mettez en lumière, c'est le cas de le dire, des œuvres particulières, des morceaux de notre patrimoine qui sont présents à l'intérieur de la basilique. Absolument, et le spectacle se déroule en 2 parties. Donc, la première partie, en fait, est vraiment un parcours. Donc, on invite les gens à longer les allées de la basilique. Et ce sont principalement 8 œuvres qui sont vraiment mises de l'avant pour
prendre le temps avec les jeux de lumière, donc réalisés par Moment Factory, prendre le temps de redécouvrir un tableau, de le regarder différemment. Les confessionnaux aussi sont complètement réilluminés. L'orgue, qui est quand même assez magistral aussi, est remis en valeur. Donc, ce parcours-là est vraiment fait pour marcher dans la basilique, mais le faire probablement un petit peu plus lentement. La basilique est dans le noir, c'est vraiment uniquement ces œuvres-là qui éclairent. Puis après ça, la deuxième partie, donc c'est assis. Et là, c'est un 17 minutes vraiment beaucoup plus. On rentre dans la musique orchestrale, les jeux de lumière, etc. C'est important de le préciser, ce n'est pas qu'un spectacle de projection. Il y a une bande-son, il y a de la musique, des effets sonores pour appuyer le tout. Absolument. C'est vraiment, on dit qu'Aura, c'est une expérience, mais c'est vraiment ça. Donc, tous les sens sont quand même appelés à redécouvrir la basilique. La trame sonore, évidemment, joue un rôle important, mais dans la deuxième partie, qui dure 17 minutes, c'est vraiment à 3 actes. Donc, il raconte, encore une fois, on n'est pas juste dans son et lumière, on est vraiment dans l'histoire de la basilique. Donc, la première partie, c'est vraiment la naissance de la basilique. Puis, on s'en va vers une partie que les gens appellent ça la tempête. C'est peut-être ça. En fait, on raconte en lumière toutes les difficultés qu'a connues la basilique pendant sa construction. Mais aussi, on va voir, les Québécois vont bien reconnaître leur hiver très froid, les grandes inondations de 1848, etc. Donc, tout ça est représenté. Puis après ça, on s'en va vers la continuité puis l'avenir de la basilique. Et qui a, parce que ce sont les gens de Moment Factory qui ont travaillé sur tout ce qui est visuel, qui s'occupe de la musique, des effets sonores? Alors, la musique, c'est une composition originale qui est faite par Troublemakers, qui est une compagnie très montréalaise aussi, donc qui a collaboré avec Moment Factory pour vraiment faire un mariage parfait entre la lumière et la musique. Et puis, pour faire cette musique-là, il y a quand même eu 32 musiciens. Il y a une vingtaine de chœurs. Et puis, évidemment, l'orgue aussi de la basilique a été exploité à bon escient pour réaliser ça. Qui a été mise à contribution. L'orgue qui est un Casavant, n'est-ce pas? Oui. Donc, un grand fabricant d'orgue québécois. Vous avez reçu du financement pour cette activité? C'est une activité officielle du 375e? Oui, absolument. C'est bien ça. Donc, une belle façon de redécouvrir la basilique Notre-Dame, redécouvrir une portion de notre patrimoine aussi. Absolument. Donc, c'est à ne pas manquer. Le spectacle Aura est présenté depuis peu, n'est-ce pas? Oui, depuis le 21 mars. Et ça se poursuit au moins pour toute l'année? On espère pour toute l'année. Pour l'instant, on a mis les billets sont en vente jusqu'en septembre. On va faire une relance après. Si ça continue de très bien fonctionner, parce que là, c'est parti assez fort dans la vente des billets, on espère que ce sera une expérience sur plusieurs années aussi. Qui va se répéter. Et si on désire avoir plus de renseignements sur le spectacle Aura, vous avez un site Internet? Oui, aurabasiliquemontréal.com. aurabasiliquemontréal.com. Lucie Kéchichian, vous êtes conseillère en communication à la Fabrique de la paroisse Notre-Dame. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Dans le cadre des célébrations, le Centre Ségale des arts de la scène présente une pièce de théâtre basée sur l'histoire vraie d'une esclave noire montréalaise, Marie-Joseph Angélique. Pour nous présenter cette pièce, on consacre nos 375 secondes à sa chorégraphe, Ghislaine Coyoré-Doté. Madame Doté, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, quelle est l'histoire, justement, de Marie-Joseph Angélique? En fait, c'est ça. Historiquement, en 1734, cette esclave aurait brûlé Montréal. En 1734? 1734. Okay. Et donc c'est ça. Elle a été condamnée et mise à mort. Et en fait, la pièce de théâtre essaie de montrer plutôt la personnalité d'Angélique, qui elle était, et en fait remet en question si elle a vraiment mis le feu à Montréal. Si elle était vraiment responsable de l'incendie qui est survenu oui. en 1734. Est-ce que vous connaissiez l'histoire d'Angélique avant de travailler sur cette pièce-là? C'est drôle, j'avais déjà entendu parler d'Angélique. Je ne sais pas comment. Moi, je suis africaine, je ne suis pas haïtienne. Mais par contre, j'ai rencontré plusieurs Haïtiens que eux, oui, ils connaissent Angélique. Et chez eux, en fait, l'histoire est différente. Eux, ils revendiquent que oui, Angélique a mis le feu et ils sont fiers
Ah, OK. Oui, et c'est ça, récemment, j'ai eu cette conversation avec des Haïtiens qui disaient que oui, chez eux, ça représente un peu la recherche de l'indépendance. Ah, OK. Donc, le personnage d'Angélique, au contraire, eux, c'est comme, oui, elle l'a fait, elle a mis le feu, et oui, elle a cherché la liberté. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette opposition. Voilà. Et Oui. bon, il y a aussi une vision, là, la vision de l'auteur Lorena Gale, qui a Oui. écrit cette pièce-là, qui est décédée il y a quelques années, en 2009. Donc, on pourra voir sa vision à elle de l'histoire C'est d'Angélique ça. dans le cadre de la pièce. Quel a été votre travail sur cette pièce? Parce que vous êtes chorégraphe, vous Oui. n'êtes pas metteur en scène. Donc, en quoi a consisté votre travail? Ben, d'abord, le metteur en scène m'a approché pour qu'on trouve une esthétique pour Angélique, parce qu'il voyait du mouvement et il ne savait pas exactement comment. Donc, on a essayé plusieurs tableaux, plusieurs images. C'est sûr que moi aussi, je lui ai proposé des images et puis lui, des fois, il me venait avec des idées et on essayait de développer à partir de ça. Donc, ça a été, c'est ça, de trouver une esthétique tout en acceptant que les acteurs n'allaient pas danser. OK. À part le personnage d'Angélique qui, même dans le script, a des moments où elle danse. Donc, votre travail est venu en appui à celui du metteur en scène. Qui est le metteur en scène de la pièce? Mike Payette. Mike Payette. Donc, il y a une distribution, une imposante distribution qui sera en vedette dans cette pièce. Qui sont les artistes qu'on pourra voir sur scène? Entre autres, Jenny Brizard, Chip Chouika, Darla Comtois, Carl Grabochas, Tristan, Elala, Olivier Lamarche, France Roland, qui sont des acteurs connus dans le milieu montréalais. Jenny Brizard, en fait, a dansé dans ma compagnie. Ah, OK. Oui, donc elle a une formation aussi bien de danseuse que d'actrice. Et c'est intéressant, ça donne vraiment quelque chose de rafraîchissant. Et c'est sur elle qui scène. joue le rôle d'Angélique. Exactement. D'accord. Et donc, ça fait que pour les parties dansées, c'est un avantage de la voir. Oui, et donc c'est une pièce de théâtre qui est présentée en anglais au Oui. Centre Ségal. Vous avez reçu du financement pour la production de cette pièce-là? Oui. Oui, donc voilà, et ça fait partie donc de la saison théâtrale du Centre Ségal, Exactement. qui est située dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. S'il y a une chose qu'on aurait à retenir de l'histoire d'Angélique, qu'est-ce que ce serait selon vous? Je dirais que, en fait, la perspective apportée par Lorena Gale est intéressante parce que c'est vraiment d'apprendre à connaître le personnage et son désir de liberté qui la différenciait de peut-être toutes les autres esclaves. Elle n'a jamais, en fait, accepté la position d'esclave. Elle a toujours cherché la liberté. Et ce côté-là, en fait, c'est ça qui ressort, je dirais, de l'interprétation de Lorena Gale. C'est vraiment donner à ce personnage-là une couleur. Et c'est cette couleur-là qu'on va voir, que les gens auront l'opportunité de voir. Donc, la pièce qui est à l'affiche pour encore quelques jours, c'est jusqu'au 2 avril, c'est ça? Jusqu'au 2 avril, à partir d'aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, jusqu'au 2 avril, au Centre Ségal des Arts de la Scène, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Ghislaine Coyoré-Doté, vous êtes la chorégraphe de la pièce de théâtre Angélique. Merci d'avoir été là. Merci. Et bon succès pour votre pièce de théâtre. Merci beaucoup. Dans le cadre de ces célébrations, le bistrot Sainte-Cat, dans Hochelaga-Maisonneuve, présentera des spectacles de musique country tous les vendredis jusqu'au 28 juillet. Une belle façon de découvrir ce genre musical qui, malgré qu'on l'entende peu à la radio, demeure depuis plusieurs décennies très populaire. Et on consacre nos 375 secondes au directeur de la programmation du bistrot Le Sainte-Cat, Raymond Vigé. Monsieur Vigé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci pour l'invitation. Pourquoi avoir décidé de lancer une série de spectacles country? Bien, au départ, c'est en route vers le festival. Donc, c'est le festival qui est bonifié par une série de spectacles en salle pour stimuler les gens à dire, écoutez, le country, là, ça fait 15 ans qu'il n'y en a plus dans Hochelaga-Maisonneuve, ça reprend vie, et on veut en faire un lancement qui ne sera pas juste un coup d'épée dans l'eau pour une fois pour le 375e. On veut pouvoir le faire pour les plusieurs années pour la Donc, suite. une première édition dans le cadre du 375e, mais vous souhaitez que ça se poursuive par la suite. On y viendra tantôt à votre festival, donc vos 3 jours de célébration qui auront lieu au mois de juillet. Mais pour l'instant, donc, les spectacles en salle
Donc, tous les vendredis, dès 20h, qu'est-ce qu'on y retrouve lors de ces spectacles-là? Qui y retrouve-t-on? À chaque semaine, on invite des groupes qui sont country, qui vont jouer country. Mais en même temps, on y va avec des classiques, mais on y va aussi un peu alternatif. Des gens qui sont folk, blues, grass, qui vont jouer, interpréter le country selon leur art et leur culture. Parce qu'on veut créer des ponts. Donc, oui, il y a des classiques qui sont là, mais en même temps, il y a une jeune génération qui veut prendre sa place, qui veut pouvoir faire partie de la culture avec leurs instruments et leur musique. Donc, on en a qui sont très traditionnels et d'autres qui sont un petit peu plus avant-gardistes. Donc, voilà, créer des ponts qui est un des thèmes du 375e anniversaire de Montréal. Est-ce que ce sont... Donc, à quoi ça ressemble concrètement? Est-ce que ce sont des musiciens qui s'enchaînent les uns après les autres? Est-ce qu'il y a un invité principal à chaque soirée? Comment ça fonctionne? C'est un groupe invité. Comme exemple, on a eu Calamity Jane la semaine dernière. Donc, c'est un groupe qui joue depuis 10 ou 15 ans ensemble et qui viennent animer la soirée. Donc, c'est vraiment une soirée thématique en fonction d'un groupe. Et à chaque semaine, les groupes vont alterner comme ça. Au festival, c'est là que tous les groupes vont pouvoir se rencontrer ensemble et jouer toute la fin de semaine. Venons-en justement au festival. 3 journées de célébration, des festivités à la fois extérieures et intérieures. Où le volet extérieur se déroulera-t-il? Le Parc Morgan. Donc, le Parc Morgan, évidemment, c'est un centre important au niveau de la communauté. C'est un parc qui est familial. On a déjà un beau gazebo qui est là, qui a été rénové. Donc, on va habiter le Parc Morgan et ça va permettre d'avoir une fin de semaine vraiment qui est musicale avec des activités pour toute la famille aussi. Donc, il y aura ça pour 3 jours et ça se termine le 28 juillet. C'est bien ça? 28 juillet en salle pour les présentations des vendredis, mais le festival, c'est le 4, 5 et 6 août pour le festival au Parc Morgan. Parfait, merci de la précision. 4, 5 et 6 août. Vous parliez tantôt d'Hochelaga Maisonneuve qui n'avait pas nécessairement d'événements qui tournaient autour du country depuis déjà 10-15 ans. Il y a une longue histoire dans Hochelaga Maisonneuve entre le quartier, dans le fond, et la musique country. Une très longue histoire à différents niveaux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont nés dans Hochelaga Maisonneuve, qui sont venus pratiquer leur musique ici. On a eu beaucoup de festivals. Jusqu'en 2003, tous les gens, que ce soit Patrick Normand, Michel Richard, ça, ils ont tous joué dans Hochelaga Maisonneuve. Paul Darèche s'est marié ici au Parc Morgan. Donc, on a eu de très gros festivals country western et c'était le seul festival country western de Montréal. Malheureusement, ça l'a arrêté en 2003 et là, on veut reprendre cette habitude-là, redonner au quartier quelque chose qui fait partie de ses racines. Et disons, si vous aviez à nous donner des noms des gens qu'il faut absolument découvrir sur la scène country montréalaise, des nouveaux talents, qui vous nous nommez? Qui vous pouvez nous nommer? Des choses, des fois, surprenantes. Exemple, Pascal Dufour, qui est un membre fondateur des Respectables. Oui. Bien, il fait un spectacle country. Le country fait partie de sa musique. Donc, il y a des gens qui se font connaître des fois sous un autre angle, mais qui en même temps ont joué du country longtemps. Donc, on a Pascal Dufour, on a Sully Hutner. Sully Hutner a fait la voix. Donc, c'est quelqu'un qui va être blues, grass, et lui aussi joue du country. Donc, on a des puristes comme Youngstown. Youngstown, c'est quelque chose qui lève beaucoup, qui est très jeune aussi, mais qui est très country puriste. Donc, il y a plusieurs noms comme ça. Et le country, ce n'est pas qu'une affaire de gens plus âgés, c'est aussi quelque chose qui rejoint vraiment tous les âges, qui rejoint aussi les plus jeunes. Ah oui, c'est à travers toutes les générations, parce que si on regarde de toute façon les nouveaux chanteurs, on a des gens qui sont country de 20-25 ans, puis qui attirent des jeunes aussi comme public. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut le faire intergénérationnel. C'est un pont à travers les cultures, un pont à travers les générations aussi, et tout ça à l'intérieur du Parc Morgan. Donc, tous les vendredis, dès 20h, au bistrot Le Sainte-Catherine. Où se trouve le bistrot? On est juste à côté du Parc Morgan, 4264 Sainte-Catherine-Est. Et toute la programmation se retrouve sur notre site Internet, sainte-cat.com. Donc, le bistrot Le Sainte-Catherine, pas très loin du théâtre Denise Pelletier. Exact, juste en diagonale. Raymond Vigé, vous êtes directeur de la programmation du bistrot Le Sainte-Catherine. Merci d'avoir été là. Merci. Ne bougez pas, le bulletin vous revient dans quelques instants. À tout de suite.